Bien, donc je vais vous partager un travail qui vient d'avoir lieu avec mes collègues de l'ACF Belgique, avec qui on a voulu lire un ouvrage littéraire, contemporain, récent. Il s'agit de la 13e heure de Emmanuelle Mbayamak-Tam, qui est une écrivaine française qui a publié 13 romans en ses jours, les premiers en 1996, et qui est très intéressée depuis ses premiers romans qui s'appellent Raies des cœurs par les questions hors normes, les questions trans, non-binaires, intersexuées, queer, transgenres. Voilà, ce sont des sujets qui traversent une bonne partie de ces romans, deux notamment, Arcadie en 2018 et La 13e heure qui est paru en 2022 et qui a gagné les prix Médicis de littérature, qui est un prix important. Donc parmi des ouvrages récents francophones qui sont connectés sur ces questions, qui sont au cœur de notre congrès People 11, clinique et société du patriarcat, j'ai choisi celui-là, je l'ai proposé en tout cas à la lecture des collègues avec qui on vient de faire une soirée au local de l'ACF, et notamment pour deux raisons. La première raison, c'est que Emmanuelle Mbayamak-Tam propose ce qu'elle appelle une utopie queer, qu'elle se charge elle-même de déconstruire de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a imaginé dans son roman une sorte d'église, des paroisses qui accueillent des personnages déboussolés, qui sont surtout des personnes hors normes, des personnes comme celles que je viens de décrire, donc qui sont dans des quêtes identitaires et qui ont été délogés du lien social, qui ne trouvent pas à se faire une place justement dans les sociétés. Donc il imagine une sorte de grande paroisse qui accueille toutes ces personnes de l'hypermodernité qui sont particulièrement déboussolées dans des situations d'errance subjective. Et cette église a la particularité de proposer des messes poétiques. Voilà. Donc les gens trouvent une sorte d'abri, des refuges, des consolations pour ce qui s'est décroché subjectivement pour chacun. Et finalement, ce qu'elle propose, c'est une sorte d'église qui s'inspire du début du christianisme. Donc il y a trois personnages principaux. Il y a les pères, qui est donc les leaders spirituels de cette néo-église. Il y a, qui s'appelle Lénie, il y a la fille qui s'appelle Farah, qui est une adolescente de 16 ans, intersexuée. Et elle ne sait pas très bien de quel côté elle se situe parce que son corps comporte un réel ambigu. Il y a une véritable ambiguïté. Et il y a la mère qui est une mère incertaine. C'est une mère, donc je ne veux pas spoiler les cœurs du roman, mais cette mère est partie quand elle avait 1 an, elle la connaît pas, et le père garde les secrets sur ce qui l'a uni à cette femme qui a causé son désir en tant qu'homme. C'est le désir qui a précédé la venue au monde de Farah. Et troisièmement, donc, il y a la mère incertaine de Farah qui réapparaît après une longue absence et qui est un personnage haut en couleur, rocambolesque, et qui se situe aussi dans une zone de flou, comme la plupart des personnages dans les ouvrages d'Emmanuelle Mbayamak-Tam. Alors, on a épinglé des paradoxes qui sont intéressants pour les psychanalystes et qu'on peut tirer de l'ouvrage, pas seulement celui-là, mais aussi des ouvrages précédents, comme par exemple celui qui s'appelle Arcadie, l'ouvrage de 2018. Alors, le paradoxe, c'est quoi? C'est que
Cette écrivaine s'intéresse beaucoup à ces questions hors normes depuis les débuts, sans jamais avouer vraiment quel est son point de rencontre avec ça. On ne sait pas trop en quoi ça la concerne elle, dans sa vie, on va dire, personnelle. Mais elle a un vœu très clair de, par la littérature, contribuer à l'assouplissement de catégories traditionnelles. Elle voudrait alléger un peu les solides du patriarcat, les binaires comme ça massifs de la tradition. Et donc, en imaginant comme ça cette espèce de cette communauté loufoque et très ouverte, elle voudrait provoquer un monde où il y a un discours plus tolérant par rapport aux différences. Donc, elle va gommer les différences à tous les niveaux, sexualité, corps, identité, pas savoir si on est du côté homme, côté femme, etc. Et tout ça dans une sorte de quête de provoquer des rencontres improbables avec un plus de liberté. Ce sont des espaces qu'elle appelle des espaces de dissidence. Et au final, c'est intéressant de voir comment les romans montrent que, malgré cette ouverture-là, ça rate pour chaque personnage. C'est quelque chose qui rate au niveau de la rencontre avec l'autre, avec les partenaires. Ça rate au niveau de l'amour, ça rate aussi au niveau du désir. La question de la jouissance et du narcissisme sont au premier plan. Et les destins de chaque personnage n'est pas spécialement gai, n'est pas spécialement joyeux parce que quand ça rate pour chacun, finalement, ils sont confrontés à une grande solitude. Donc ça, c'est un premier paradoxe, provoquer une grande ouverture, gommer des différences, et finalement, ça ne garantit pas plus de rapports sexuels, ça ne garantit pas non plus plus d'amour. Voilà. Deuxième paradoxe qu'on a épinglé avec mes collègues de Belgique, c'est sans doute la question de est-ce que c'est une sorte de patriarcat ou pas? Est-ce que c'est une communauté post-patriarcale? Oui, au sens où ce sont des symptômes hyper modernes, ce sont des symptômes de notre époque, ce sont des sujets orphelins, ils sont tous précédés par des désirs anonymes, ils sont très perdus dans le monde, ils sont très contemporains, et donc de ce point de vue-là, ça serait, on va dire, des symptômes de l'hypermodernité qui se nomme aujourd'hui post-patriarcale. Mais du point de vue de la structure du récit et de ce qui nous est raconté dans les romans, pas du tout. Déjà parce que c'est construit comme une véritable église, parce que le personnage principal est à la place d'un père tout amour, qui est adoré par les personnes qui les suivent, par ses ouailles, ils s'appellent comme ça, mes ouailles, et aussi par sa fille, Farah. Et ce père tout amour, c'est aussi un père qui va être déconstruit dans les romans, parce que la question du mensonge va surgir cruellement pour lui, c'est sa fille qui se charge de ça, et finalement son entreprise rédemptrice est vouée à l'échec. C'est un terme qui est important pour Emmanuel Bayamaktam, la question de l'échec. Et c'est comme si quelque part, elle montrait que dans toutes ces questions trans, non-binaires, queer, LGBT, qui sont des questions importantes pour l'écrivaine, elle pensait finalement que ces personnes ne trouvent pas une réponse à leur quête du côté de l'universel. Il n'y a pas un univers des discours, et encore moins du côté de la communauté, convenant pouvoir répondre à ce qui reste en souffrance pour chacun. Les questions sont colmatées par la communauté, elles sont colmatées par les discours religieux, et à la fin, elles nous montrent
un retour des religieux, je dirais même plus que des religieux, un retour de la religion, sous la figure justement de cette Église-là, et sous la figure d'une croyance, d'un salut pour tous, par la création d'une néofraternité qui certes se consacre à des choses qu'on ne fait pas d'habitude dans les églises, c'est-à-dire lire de la poésie, plonger dans les résonances de la langue poétique pour éprouver quelque chose d'exaltant et qui fait du bien. Et donc ce n'est pas de ces côtés-là que ces personnes trouvent des réponses. Donc finalement, troisième paradoxe, c'est la question de... On crée une fraternité particulièrement ouverte et tolérante, et à la fin, c'est la solitude qui est au devant de l'histoire, en fait. C'est que chacun se retrouve particulièrement seul, et la plongée dans cette communauté-là n'a pas permis à chacun de construire un véritable point d'appui, une solution symptomatique, comme on dit en psychanalyse avec Lacan. On ne sort pas de cette expérience-là avec quelque chose qui vous permet de vous réinsérer dans la vie, qui vous permet de vous réinsérer dans les liens sociaux, etc. On reste seul et avec un certain désespoir. Donc, je dirais, en guise de conclusion, qu'il y a quand même une perspective très ironique. L'ironie, elle est omniprésente dans tous les personnages et dans toute l'histoire. Mais ce qui m'a fait choisir cet ouvrage pour la soirée de travail qu'on vient d'avoir à Bruxelles, c'est l'humour. C'est que, certes, c'est ironique, mais il y a un effet de drôlerie qui est garanti tout le long du roman et qui permet justement à l'écrivain de garder une distance avec les personnages, de telle sorte que il y a quelque chose de la dérision. Les personnages ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux. Ils sont dans la revendication et ils affirment haut et fort ce qu'ils veulent, mais finalement, ils font quand même l'aveu, chacun, et de façon extrêmement drôle, de là où ils s'échouent, des points où ils n'y arrivent pas, de là où ça rate. Ça concerne aussi bien l'amour que la question du corps, que la question de la rencontre. Et donc c'est l'humour, c'est l'effet de drôlerie garanti par les romans, la satisfaction que cela procure au lecteur et la distance que ça donne par rapport au récit qui est raconté qui m'a fait choisir l'ouvrage pour en vue de la préparation du congrès People.